Bienvenue sur le podcast de la table des experts par l'agence d'attractivité des métiers. Je suis allée tester le métier de Online Business Manager avec Pauline ici présente et ça tombe bien, on a encore plein de questions à lui poser. Et sans plus attendre, Pauline, on va te poser une question très importante. Quelle est la formation pour devenir Online Business Manager? Il n'y en a pas spécifiquement, c'est un métier sur lequel on arrive après des années d'expériences diverses. On peut soit avoir commencé comme secrétaire, assistante indépendante, soit parce qu'on a travaillé en entreprise comme assistante de direction, soit aussi parce qu'on a fait de la gestion de projet. Il y a plein de manières d'y arriver, il n'y a pas un chemin déterminé. C'est simplement tous ceux qui ont déjà accompagné de la création et du développement de projets qui finissent par découvrir ce métier-là. Mais du coup, il y a quand même une formation qui existe quelque part dans le monde. Alors, il y a plusieurs maintenant écoles qui se sont mis en place. Moi, j'en ai suivi une, par exemple au BM Elite, qui m'a permis sur un an d'organiser ma manière de procéder. Il y en a d'autres que je connais, qu'on trouve sur le net, et qui nous permettent en fait de surtout clarifier notre manière de travailler pour que ça réponde aux besoins des clients. Voilà, donc on peut devenir Online Business Manager à travers des formations telles que celle-là. Mais une école en soi, pas encore. Ok, donc c'est de la formation essentiellement en ligne, à distance. En ligne, à distance, c'est de la formation aussi continue parce que t'es toujours obligé de te mettre à jour sur les nouvelles techniques, les nouveaux outils, la législation si tu fais de l'accompagnement par exemple en tout ce qui est comptabilité, création de projets, etc. Donc c'est vraiment de la formation en continu. Et d'ailleurs c'est une des caractéristiques du métier que rien n'est acquis et que tu dois te mettre à jour très très souvent. Donc au niveau répartition des écoles, vu que c'est à distance, on n'est pas embêté, tu peux te former peu importe où tu es dans le monde, quoi. Ah bah moi mes formateurs étaient au Panama, ils donnaient des cours avec des Européens et moi j'habite en Amérique du Sud, donc oui, voilà. Et on avait quelqu'un qui était aussi basé du côté de l'Asie, si je me trompe pas, donc effectivement tu peux te former partout. Le mieux, si on peut, c'est aussi essayer de se former vis-à-vis des Américains parce que c'est un métier qui est connu aux États-Unis et évidemment ils ont des très bonnes formations aux États-Unis pour cela. Et la formation, elle dure combien de temps? Est-ce que c'est une formation sur les horaires du soir? Est-ce que c'est une formation classique, un an, mais genre avec des horaires de journée? On avait la possibilité de le faire quand on voulait parce que c'était beaucoup de vidéos avec des quiz, avec des outils à mettre en place et surtout l'idée c'est que on te donne les outils et c'est à toi de les mettre en place sur ton boulot pour voir ce qui te correspond. Après on avait un accompagnement, on avait des rendez-vous, ce qui nous permettait donc de poser des questions et d'avoir des réponses en groupe. Et ce que j'avais beaucoup aimé moi dans ma formation, c'est qu'on se disait qu'on n'était pas une personne en formation, on était 100 à 200 cerveaux en fonction du nombre d'inscrits à cette époque-là qui pouvaient réfléchir sur la problématique en même temps. Donc on n'était jamais seul et on avait la possibilité effectivement d'évoluer beaucoup plus vite puisque quand on est plusieurs à aborder une problématique sous des angles différents, on trouve une solution beaucoup plus simplement. Et puis en quelque sorte, c'est déjà un entraînement en fait à ton métier de manager. Totalement, puisque dans le métier, on est obligé d'être en échange permanent, en brainstorming permanent. Donc là, c'était tip top d'avoir cette équipe-là qui nous permettait de creuser les questions et de voir nos difficultés d'une autre manière. On arrivait à échanger, à être très constructif et on découvrait parfois des pépites qu'on n'avait pas du tout pensé. On a découvert par exemple grâce à quelqu'un qu'il était possible de réunir plusieurs freelances sur une seule facturation. Donc ça juste pour éviter d'avoir à payer 10 fois sur une seule prestation. Combien ça coûte? Est-ce que c'est pris en charge par le CPF? Comment ça marche? Alors l'école où j'étais n'était pas pris en charge par le CPF. Maintenant, je sais qu'il y a une autre école en France qui me semble, elle, a le CPF. Mais le coût, faut quand même compter 4 000 € sur une année, aux alentours de 4 000 €. Dans le sens où effectivement, c'est quand même une grosse formation. Mais si on se débrouille bien, et si on applique et qu'on s'implique vraiment dans la formation, ça peut être très vite rentabilisé. Puisque techniquement, un Online Business Manager avec un public, avec un nombre de clients correct, 3 000, c'est un salaire basique. Bien évidemment, c'est beaucoup de travail, bien évidemment, il faut le construire, c'est pas du jour au lendemain, mais ça finit par être relativement vite rentabilisé, puisque on est une compétence nécessaire, et derrière, on peut aussi demander à avoir un salaire fixe, mais aussi être payé au résultat. Donc pour certaines, en un an, elles ont rentabilisé x10 ce qu'elles ont investi. Et niveau légitimité, est-ce que c'est nécessaire et obligatoire d'avoir la formation, le diplôme, ou est-ce que tu peux le faire sans diplôme? Est-ce qu'il y a une interdiction de faire le métier si tu n'as pas de diplôme? Absolument pas. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a que toi à construire ta réputation en fait. Parce que même tu pourras avoir le diplôme, perso j'ai un master de développement de projets européens, et honnêtement, le papier m'a quasiment jamais servi. Moi ça m'a donné une certaine sécurité, parce qu'effectivement j'ai vu des choses en cours que je peux appliquer, mais en soi personne ne me l'a jamais demandé. Et on n'a aucune personne autour de moi qui a dit oui, on m'a réclamé la preuve que j'étais formée. Ce qui compte, ça va être beaucoup comment on va aborder les problématiques du client
et comment on va s'adapter à ses besoins. Si la relation de confiance, elle s'instaure, derrière, il n'y a pas besoin de se justifier plus que plus du moment que le travail est fait et que la personne sent que c'est vraiment une aide. C'est surtout de l'expérience qui est notre meilleur diplôme. Vu que c'est une formation en ligne, j'imagine qu'il n'y a pas de stage à faire. Il n'y a pas de stage. Après, ce qu'ils proposent, c'est qu'on l'applique en même temps qu'on travaille. L'idée, c'est que sur le premier trimestre, tu aies déjà décoché 1 ou 2 clients, ce qui te permet de mettre en application concrètement ce que tu as vu en cours. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a toujours un décalage entre ce qu'on t'enseigne et la réalité. C'est évident, puisque on a affaire à plein de domaines différents. Et c'est génial parce qu'en fait, tu adaptes toi-même ce que tu as vu, si ça te convient ou pas. Catégorie mixité homme-femme. Est-ce que c'est un métier qui est majoritairement exercé par les femmes, par les hommes? Quelle est la proportion à ton avis? Majoritairement par les femmes, mais pas parce que c'est un choix, parce que c'est accessible absolument aux deux. Il y avait aussi des hommes dans ma formation, mais c'est juste parce qu'on continue d'avoir dans notre tête l'idée que c'est du secrétariat, même c'est du secrétariat beaucoup plus poussé et beaucoup plus complet. Et le secrétaire, c'est toujours associé à la femme. Voilà, donc on a encore cette image-là à déconstruire, alors qu'en fait, des chefs de projet, il y en a dans les deux sexes, donc c'est un métier totalement accessible aux deux. C'est la seule compétence qu'on te demande, c'est si t'es capable de résoudre des problèmes et des difficultés. C'est ça, si quand t'étais bébé, tu as compris que le rond rentrait pas dans le carré, a priori, tu peux le faire. A priori, tu peux le faire. Normalement, ça devrait être ça, effectivement. Et ce qui est même assez impressionnant, parce que on accompagne beaucoup de dirigeants hommes, parce que malheureusement, en France, on a encore une large majorité d'entrepreneurs, ce sont des hommes, et on est de nombreuses femmes à les accompagner, et inversement, les hommes qui se lancent parfois accompagnent plus souvent des entrepreneurs femmes. Donc au contraire, on se complète énormément. Et est-ce que c'est pas justement compliqué de faire sa place en tant qu'online business manager femme quand tu vas accompagner un dirigeant homme? C'est compliqué d'une manière générale, que ce soit face à des hommes ou face à des femmes, puisque on a la difficulté de leur faire comprendre quel est notre rôle. Comme je disais, on est très associés aux secrétaires indépendantes, aux assistantes indépendantes, qui sont beaucoup dans l'exécutif, alors que certaines prennent le temps au fur et à mesure de se former sur des rôles stratégiques. Mais au départ, on est vraiment associé à de l'exécutif. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on vient là sur dédoubler en fait le dirigeant, faire en sorte de l'accompagner à 100% sur de la stratégie, sur de la prise de décision, etc. Et c'est ça qui est difficile en fait. C'est d'arriver à leur montrer que on n'est pas là pour lui piquer ses idées, mais bien pour l'aider à les réaliser. Et c'est en ça que notre rôle est compliqué à l'heure actuelle, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on pense que tout doit venir de nous. Ça doit sortir de notre tête, et que si on en parle trop à l'extérieur, on risque de se faire piquer les idées, ou bien on risque de se faire déposséder du projet. Donc c'est la principale difficulté. Après, que ce soit face à des femmes ou face à des hommes, non, si la personne est ouverte d'esprit et veut aller loin, ça va se débloquer. Est-ce qu'il y a un dress code pour être online business manager? Officiellement, non. D'ailleurs, je peux revendiquer que je suis souvent en bas de pyjama quand je suis en visio, mais évidemment que ça donne une crédibilité en plus d'être habillé bien. Puis tu représentes aussi l'image de marque de l'entreprise que tu accompagnes, donc tu peux pas non plus te permettre de venir avec un t-shirt mini, par exemple, pour représenter ton client, même si c'est en visio. On est bien d'accord que si t'as un entretien avec les partenaires, tu te mets bien, parce que arriver avec les cheveux en bataille et la marque de l'oreiller, là ça passera pas du tout. Mais effectivement, on ne parle pas d'arriver avec l'uniforme, mais d'arriver comme tu arriverais sur tout lieu professionnel, tu viens pour travailler. Est-ce que le métier de online business manager a un équivalent féminin dans son intitulé? Non, il y en a pas, puisque c'est de l'anglais. Après, secrétaire, pareil en français, c'est féminin comme masculin, donc pas d'équivalent. Cette question, c'est la question la plus particulière dans la catégorie mixité homme-femme, et c'est l'accès aux toilettes. Est-ce qu'on a accès aux toilettes tout court dans ton métier? Ah oui, totalement. Déjà, la majorité des gens travaillent de chez eux, donc la question ne se pose pas. Et même sur site, ta pause quand tu prends ta pause. Dernière question sur la mixité homme-femme, c'est une question qui concerne tant les hommes que les femmes, c'est la question de la charge mentale et de la vie de famille. Est-ce que tu arrives à avoir une vie de famille, une vie personnelle à côté, ou est-ce que tu es un métier où tu es la tête dans le guidon en permanence? Comme beaucoup de métiers sur ordinateur, c'est à toi de voir comment tu gères ton temps. Donc il faut faire attention à pas tomber dans ce travers de s'oublier, littéralement. Mais une fois que tu as trouvé ton équilibre et que ça se passe bien avec tes clients, moi j'ai des collègues qui me disaient, elles ont 3 enfants, le mercredi après, aucun problème. Il est pour elles. À partir de 17h, il n'y a plus personne devant l'écran, les week-ends sont totalement libres, et elles posent leurs vacances quand elles veulent. Et d'ailleurs, il y a même des femmes qui sont en instruction en famille, qui ont choisi ce métier pour avoir justement cette flexibilité. Donc aucun problème pour avoir une vie de famille, toujours étant bien sûr si toi tu sais t'organiser et que tu as posé des limites claires aussi avec tes clients.
Sachant que c'est quand même mieux de savoir s'organiser pour une online business manager et de savoir aussi poser ses limites, parce que ça fait partie du job de ce que tu fais pour les autres, donc il faut mieux le faire pour soi-même également. Bah, on est d'accord que si toi tu le fais pas, comment tu vas demander à ta cliente ou à ton client de respecter ça? Donc c'est difficile parce qu'en plus on est des gens très souvent très passionnés. Donc c'est très difficile de se mettre nos propres limites, mais on doit aussi avoir conscience que c'est justement par l'exemple qu'on va améliorer. On vient là pour soulager nos clients. Si nous on arrive maintenant à leur envoyer des messages à 23h30, au fait j'ai une question, ça sera jamais possible. Ça sera pas un soulagement, ce sera une nouvelle charge mentale. Certes on ira plus loin, mais dans quelles conditions de santé? Donc non, savoir s'organiser, se poser des limites et faire en sorte de respecter des temps privés, c'est essentiel pour nous comme pour eux. Catégorie salariat versus entrepreneur, est-ce que c'est un métier qui s'exerce qu'en salariat, qu'en entrepreneuriat, ou est-ce qu'on peut faire les deux? À la base, c'est en tant qu'entrepreneur, puisque justement, on est sur des clients qu'on va chercher qui peuvent pas se permettre d'avoir un salarié, une assistante de direction en fait sur le long terme, souvent, parce que voilà, l'activité est certes lancée, mais ne leur permet pas encore d'avoir une grosse équipe. Il y en a aussi qui les prennent quand ils ont déjà des bonnes équipes mises en place, mais on reste sur un côté start-up entre guillemets. Après, je sais que j'ai des collègues qui ont commencé comme ça et qui sont revenus en salariat parce qu'effectivement la boîte a suffisamment grossi et qu'on leur a proposé de prendre le poste à temps plein avec les mêmes conditions. Mais c'est un choix, c'est un choix. Est-ce que tu as envie d'accepter un contrat de travail? D'autres ont choisi ce métier-là aussi pour avoir cette possibilité de toucher des secteurs différents. Et donc, c'est pas forcément intéressant pour elles, dans ce cas-là, d'être salariée, d'être affiliée à une seule structure. Et donc, c'est pas impossible de trouver une place en salariat, juste ça va être pas la norme, on va dire. Ouais, c'est pas impossible du tout. Il y a vraiment des gens qui ont abouti par la suite à devenir responsable de secteur ou carrément le numéro 2 de l'entreprise. Si l'objectif c'était qu'on pérennise l'entreprise et qu'elle grossisse suffisamment pour générer plusieurs salaires, pour être rentable et qu'il faut quelqu'un sur place, c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable. C'est pas le plus fréquent, c'est possible et c'est même une belle réussite. Ça prouve que t'as fait ta place dans l'entreprise. En tant qu'indep, c'est quoi l'investissement de base? Bon, bien sûr, il y a la formation qui a un certain coût, mais en investissement en matériel, t'as besoin de quoi? Un ordinateur, une bonne connexion Internet. Voilà. Après, l'investissement, il est plus en termes de temps. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'au départ, il y a beaucoup à faire sur la prospection. Donc, un travail sur soi, surtout, c'est ça qui coûte le plus. Parce que tu vas passer des heures et des heures à chercher le bon prospect, à le rencontrer, peaufiner ta stratégie d'acquisition, ta communication. Il y a beaucoup de choses comme ça qui doivent être revues. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps au départ. Après, il n'y a pas besoin d'investissement matériel en soi. Moi, perso, j'ai un ordi, une connexion Internet et mon bullet journal et ça s'arrête là. Catégorie junior versus senior. Donc junior, c'est-à-dire jeune dans la profession, versus senior, c'est-à-dire plus expérimenté dans la profession. Est-ce que c'est facile de se faire une place quand on est junior dans ton métier d'online business manager? Alors, sachant que le marché s'est récemment lancé en Europe, c'est de toute façon pour tout le monde la même difficulté, c'est de réussir à faire connaître cette activité et l'importance de cette activité. Donc pour les juniors, c'est le même combat que pour les seniors. Après, l'avantage des seniors vis-à-vis des juniors, c'est que souvent ils arrivent avec un autre bagage et donc avec un réseau plus important. On aboutit souvent à ce métier-là après avoir fait des années sur des postes de direction ou de gestionnaire de projet. Certains ont des carnets d'adresses beaucoup plus gros que d'autres, donc automatiquement c'est plus facile pour eux de se faire recommander et d'obtenir des postes de travail. Mais en soi, les juniors, du moment qu'ils justifient d'une expérience et qui sont convaincants dans leur démarche, ils peuvent s'en sortir très vite. Dans la formation, il y en avait une notamment qui s'était lancée après un certain temps d'arrêt dû à la naissance de ses enfants et qui avait relativement vite trouvé des clients parce qu'elle avait été extrêmement convaincante et qu'elle avait bien ciblé avec qui elle voulait travailler. Donc pas de difficulté de ce côté-là. Ok, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution de poste du coup? Par exemple, moi je travaille avec des gens qui sont tout seuls et j'ai quelqu'un d'autre au bout de 10 ans qui aujourd'hui gère des équipes à 60 personnes. J'ai eu une proposition de travail où c'était gérer l'ensemble des coachs d'une formation, l'une des plus grosses formations en Europe. Et effectivement, on partait d'un poste relativement d'exécutant jusqu'à un poste de semi-direction. Donc oui, il y a des grosses perspectives. Du moment que tu en as envie et que tu te donnes les moyens, tu peux atteindre les étoiles facilement. Maintenant, on va parler employabilité senior, mais pour le coup, cette fois senior, personne plus avancée dans la fleur de l'âge. Est-ce qu'on peut se reconvertir pour faire ce métier d'online business manager en étant un senior ou est-ce qu'il y a des choses qui sont gênantes? Au contraire, il faudrait en avoir plus parce que les seniors viennent avec des expériences justement et un côté pratique du monde du travail qu'ils ont accumulé sur les années et qui est super important
aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas les formations qu'on a qui nous permettent de nous confronter à la réalité. C'est une fois sur le terrain, effectivement, résoudre des problèmes auxquels on n'a pas pensé. Et là-dedans, les seniors ont une expérience de dingue qu'ils peuvent transmettre. Physiquement, il n'y a pas de choses qui sont gênantes, la vue qui baisse, problème d'arthrose, etc. C'est pas gênant dans ton métier. Du moment que la tête fonctionne, il ne doit pas y avoir de difficulté. Aujourd'hui, on a des outils sur Internet qui permettent de faire de la lecture, même de texte. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est un super outil pour compenser ça. On a la possibilité d'avoir des commandes vocales, ce qui permet aussi d'aller très vite, même si tu as des problèmes d'arthrose. Moi, je sais que j'ai très mal aux mains et que je peux pas taper à l'ordinateur beaucoup. Je fais tout en commande vocale, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout si on peut le faire depuis chez soi, on a l'adaptation de son poste de travail beaucoup plus simple. On va parler RSE, donc tout ce qui est respect de la planète, des animaux, du bien-être du collaborateur et de l'intelligence artificielle. Est-ce que le métier d'online business manager est un métier respectueux pour l'environnement ? Globalement, oui. Comme tu peux le faire de chez toi, tu réduis les transports. Mais on est d'accord que beaucoup utilisent l'intelligence artificielle, donc je les invite à replanter des arbres pour compenser. Et en plus, toi, tu mets des choses en plus en place. Par exemple, le fait d'utiliser beaucoup de feuilles de brouillon pour refaire des pages dans ton bullet journal. Ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'évite d'imprimer énormément, parce que pas d'intérêt. Si tout est sur l'ordinateur, ça nous organiser. Et puis, le top of the top, ce serait d'avoir un panneau solaire sur le toit pour même générer de l'électricité propre. Et concernant tout ce qui est bien-être du collaborateur, donc c'est-à-dire du professionnel en lui-même, est-ce que ton métier est un métier où on prend soin de soi ? C'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent à ce métier-là. C'est parce que certains ont connu l'épuisement professionnel et ont vraiment besoin d'un métier où on respecte leur rythme. Je suis moi-même avec une maladie dégénérative, donc j'ai besoin d'un métier où je peux me poser quand j'en ai besoin. Et c'est super parce que si on a trouvé des clients qui sont dans le même état d'esprit et qui sont dans le respect, c'est tout à fait possible. Donc on a cette possibilité, nous, d'avoir un métier qui respecte notre rythme, la vie de famille qu'on a aussi. Si on a besoin de prendre l'après-midi parce qu'il faut emmener la petite chez le dentiste, eh ben on pourra le faire. Et en même temps, notre rôle aussi, c'est justement de respecter et de mettre en place le bien-être de nos clients. Donc c'est du donnant-donnant. L'objectif derrière, c'est que la personne qui a fait appel à nous, on lui libère sa charge mentale et on lui permet de garder son activité en croissance sans sacrifier sa santé ou sans sacrifier sa vie de famille. Donc c'est vraiment la notion du bien-être des individus, elle est au cœur du métier. Ouais, je confirme qu'elle nous rappelle de prendre les rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, clairement. C'est un métier quand même qui est donc fortement en télétravail, fortement derrière son ordinateur, donc t'imagines bien la question que je vais te poser, qui est celle de la sédentarité au travail. Est-ce que c'est pas compliqué pour le professionnel de rester assis toute la journée à ne pas faire d'exercice ? Alors, dans la formation que j'ai fait notamment, c'était clair, net et précis où ils nous avaient marqué vous prenez au moins 40 minutes tous les jours pour sortir, pour aller prendre l'air, pour marcher. Parce qu'effectivement, tous ces métiers-là derrière un ordi, c'est un énorme problème. Sans compter le grignotage, sans compter que ah bah tiens j'ai encore oublié de cuisiner. Voilà. Donc ça c'est un problème qui est global, pas seulement propre à ce métier-là. Maintenant, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils pas si chers que ça. Bien sûr, tout est relatif, mais moi par exemple j'ai un tapis de marche, donc moi mes visios elles sont faites pendant que je marche. Il y a des bureaux assis debout qui sont vraiment géniaux, et puis on n'est pas obligé d'acheter le modèle qui se lève machin. Moi j'ai fait ça avec une tablette de repas pour devant les ordi. Si vous avez la chance d'habiter dans un environnement où il y a de l'espace, je redis, adoptez un chien. C'est très bien les chiens. Ça nous oblige de toute façon à prendre des pauses régulières et ça nous oblige à sortir. Et petit disclaimer, on adopte un chien à la LPA ou à la SPA, on ne va pas en acheter un. Voilà, il y a beaucoup de chiens qui nous attendent et qui attendent notre amour. Dernière catégorie dans la partie RSE, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est un risque pour ton métier et est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans ton quotidien ? Alors, on entend souvent les personnes qui pensent pouvoir tout gérer toutes seules, qu'ils ne voient pas l'intérêt d'avoir quelqu'un à côté. Oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on l'utilise au quotidien, parce que ça nous fait gagner énormément de temps, parce que ça nous raccourcit les process, parce qu'on peut les améliorer, les tester, etc. Donc c'est un outil pour nous qui est important et tant mieux que ça existe. Maintenant, ça ne remplacera pas la capacité de créativité qu'on a nous, parce que il y a une grosse part d'humain que l'outil n'a pas. Et malgré tout l'entraînement, etc., tu ne peux pas enlever cette partie d'approche psychologique et humaine qui est importante dans le métier. On est énormément dans le relationnel. L'intelligence artificielle, elle est basée sur de la productivité et elle ne prend pas en compte certaines choses. Donc non, c'est pas un risque pour nous.
C'est un outil, il faut savoir l'utiliser, on se forme dessus, et bravo aux développeurs qui l'ont mis en place. Pour moi, en tout cas, jamais ce sera une menace. Dernière partie de ce podcast, c'est la partie accessibilité handicap. Donc là, je vais te citer tes handicaps, troubles ou pathologies. L'idée, c'est que tu me dis si c'est possible, impossible, ou possible avec des adaptations, si oui lesquelles, même si elles ne sont pas encore mises en place dans la vraie vie, mais qui pourraient être envisagées. Si je te dis handicap visuel, est-ce que c'est possible? Oui, sans problème. Alors, il y a des outils maintenant justement qui sont la commande vocale sur les ordinateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont adaptées pour le handicap visuel. Si je te dis handicap auditif? Là encore, je pense qu'il y a des outils. Il y a de la lecture d'écran, donc c'est tout à fait possible de compenser l'audio avec certains outils. Et puis après, il y a handicap auditif et handicap auditif, c'est-à-dire qu'on peut aussi très bien être appareillé, et à partir de ce moment-là où on est appareillé et capable de communiquer, il n'y a absolument aucun souci. Si je te dis handicap moteur? Encore une fois, je pense que ça pose pas de problème parce qu'heureusement, les technologies ont évolué. Alors bien sûr, faut voir comment sont équipés les ordinateurs ou la téléphonie, mais je pense que ces personnes ont accès aujourd'hui à des outils qu'on n'avait pas avant. Maintenant, c'est sûr que si on vous demande d'aller faire de la représentation sur site et que malheureusement il n'y a pas accessibilité PMR, là ça va être plus compliqué. Mais il y a la visio pour compenser, donc pas de souci en soi. Après, il y a handicap moteur et handicap moteur. Pareil, t'attends les personnes en fauteuil roulant, mais tu peux très bien avoir quelqu'un qui est amputé ou qui a une prothèse de jambe, et à partir de ce moment-là, c'est pas vraiment un souci. Si on est dyslexique, donc c'est-à-dire des problèmes avec la lecture, ça peut être gênant dans ton métier. Il y a des outils maintenant qui compensent le dyslexique en tout cas. Il y a des outils de relecture, il y a des outils de lecture auditive. Pour rester dans le même domaine, on va parler de la dysorthographie, donc c'est-à-dire des soucis avec l'écriture. Est-ce que c'est un métier où on écrit beaucoup? Est-ce que ça peut être gênant dans ton métier? On remerciera les outils de correction automatique qui existent. Voilà. Il y a aussi un outil très très bien, notamment sur Google, c'est l'écriture orale. Sur Google Drive, on ouvre un document et on dicte et ça copie. On passe ça ensuite dans un correcteur d'orthographe et c'est tout bon. Si je te dis dyscalculie, donc là c'est des problèmes avec les chiffres, est-ce que ça peut être gênant? Je pense notamment au cas où tu dois rédiger pour ton client, pour un concours, un business plan, une étude de marché. Nous, on est chef d'orchestre de toutes les personnes qui gravitent autour de l'entrepreneur. Donc, si on a des comptables qui sont dans le secteur, et ben c'est à eux qu'il faut demander un coup de main là-dessus. Ils seront très certainement ravis d'être associés au projet et c'est une réflexion commune à mener. Si je te dis dyspraxie, donc là c'est plutôt une problématique à se repérer dans l'espace. Est-ce que c'est gênant pour ton métier? Normalement non. J'ai moi-même des difficultés avec l'espace de plus en plus. On compense. Et comme on est chez nous et qu'on travaille depuis un ordi, en soi c'est pas une contrainte au quotidien. Si je te dis hyperactivité, donc c'est-à-dire un débordement d'énergie qu'on a besoin d'expulser, est-ce que c'est possible de faire ton métier en étant assis toute la journée derrière son bureau? C'est bien, vous ferez des pauses souvent et vous irez faire du sport. Si je te dis TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est pas juste un problème à se focus, mais c'est aussi un problème pour réussir à se mettre à l'action, parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer et qu'en fait on se retrouve paralysé face à toutes les tâches. Est-ce que quand on a un TDAH ça peut être compliqué ou pas? Les TDAH que je connais, et j'en ai autour de moi très proches, je pense à toi, je pense aussi à mon chéri, c'est compliqué à se lancer, mais ce qui est génial c'est qu'une fois qu'on est dedans, ça peut avancer. Par contre, c'est clair qu'il va falloir tester plein de techniques et s'adapter au feu et à mesure du temps parce qu'on va évoluer aussi pour réussir à garder le focus et à se motiver. De toute façon, c'est pas un métier où on se lance comme ça tout feu tout flamme sur quelque chose. Il y a vraiment besoin de discipline entre guillemets, c'est-à-dire se motiver chaque jour même quand on n'a pas envie à faire les choses. Et puis surtout, il y a cet aspect stratégique à mettre en place avec le client, donc décortiquer chaque étape, réfléchir à comment on va faire pour que ça aboutisse. Hypersensibilité. Si je te dis émotion plus à fleur de peau, complexité à gérer ses émotions, est-ce que c'est possible ou pas de faire ton métier? C'est jouable, mais ça va être compliqué. Dans le sens, il faut apprendre que effectivement, tout ne sera pas une réussite, qu'il y aura automatiquement des échecs, qu'il y aura des non, qu'il y aura possiblement des discussions. Pas forcément des conflits, mais il y aura des mises au point. On travaille avec de l'humain, donc il faut accepter qu'effectivement, on a des gens avec des avis différents face à nous. On travaille aussi avec des équipes, donc automatiquement, il y a l'opposition, l'échange de points de vue.
Maintenant, comme dans tout métier, il va falloir s'adapter, trouver des sources pour vider un petit peu ses émotions. Donc il y a parmi les OBM, il y en a beaucoup qui font des activités artistiques, sportives, etc. pour justement épuiser le trop-plein émotionnel. Et puis surtout, il faut bien se dire que c'est qu'un métier. En fonction du projet que tu accompagnes, ton hypersensibilité peut te permettre de te mettre à la place de ton client et donc de beaucoup plus vite comprendre ce qu'il veut mettre comme impact. Donc ça peut être aussi une force. Et puis on peut avoir un sac de frappe dans le garage par exemple. Bon, toi t'as les doigts qui ont bobo, c'est pas le meilleur plan pour toi, mais moi par exemple j'ai un bon sac de frappe dans mon garage. Si j'ai besoin d'aller évacuer ma frustration, par exemple quand un partenaire te dit non alors qu'il devrait te dire oui, et puis se dire que si t'as tout donné, t'as fait tout ce que tu pouvais et t'as tout mis en place, c'est pas à prendre personnellement en fait, c'est juste que peut-être que le projet il est pas arrivé au bon moment, qu'on n'a pas contacter les gens au bon moment, et ça veut pas dire que tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Alors nous on a vraiment une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat, dans le sens où à un moment tu peux pas faire de miracle non plus. On va aborder les 2 derniers troubles sous différents aspects. Alors on a le trouble du spectre autistique, ainsi que le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, pas officiellement reconnu comme un handicap, mais qu'il est pourtant sur certains aspects. On va aborder ces 2 handicaps par rapport aux 2 troubles. Le premier c'est le côté routinier. Est-ce que c'est un métier qui a une routine ou pas? Parce que donc les personnes ayant un TSA ont besoin de routine, à l'inverse les HPI ne supportent pas la routine. Et le deuxième aspect, ça va être les hyperesthésies, donc un des 5 sens plus développés. Sur l'aspect routine, on se positionne comment sur ton métier? Alors, il peut y avoir des tâches routinières, à nous de les rendre fun. Maintenant, en soi, comme c'est beaucoup de réflexion stratégique et de développement, pour quelqu'un qui est HPI, ça va être juste de l'éclate, parce que vraiment, du jour au lendemain, il peut te tomber des trucs dessus où tu te dis « Ok, comment je vais résoudre ça ?» Et c'est juste génial, parce qu'en fait, on est obligé à chaque fois de trouver des nouvelles solutions, de voir comment on peut y répondre, et on s'éclate en fait, parce qu'il n'y a aucune journée qui ne ressemble à une autre. Maintenant, dans le trouble TSA, donc il y a besoin d'une routine, ça va encore dépendre des missions qu'on accepte. Si on se focalise beaucoup plus sur de l'application pure et qu'il y a déjà une feuille de route qui a été mise en place, on va s'y retrouver aussi parce qu'on saura exactement sur quoi il faut agir et on pourra organiser sa routine pour tout caler dedans. Maintenant, on va aborder les hyperesthésies. Donc, c'est un ou plusieurs des 5 sens qui est surdéveloppé, un petit peu pénible, là, carrément handicapant. Si je te dis hyperesthésie visuelle, donc c'est-à-dire une forte sensibilité visuelle, notamment tout ce qui est lumière, etc. Est-ce que ton métier est un métier où il y a beaucoup de lumière agressive? L'écran de l'ordi, mais ça s'adapte, donc non, c'est pas une difficulté. Si je te dis hyperesthésie auditive, donc c'est-à-dire une sensibilité au bruit, est-ce que ton métier est un métier très bruyant? Non. Normalement non, à moins que tu fasses face à des gens qui te crient dessus. Si je te dis hyperesthésie olfactive, est-ce que ton métier est un métier où il y a des odeurs? Non, normalement non. Et on va terminer par l'hyperesthésie cutanée, donc c'est-à-dire le toucher qui est compliqué, ne pas supporter d'avoir des choses qui poissent ou qui collent sur les doigts. Est-ce que ton métier est un métier où l'hyperesthésie cutanée c'est un problème? Normalement non. Parce que t'es pas censé toucher les produits et entre guillemets mettre la main à la pâte, hein, et le reste c'est sur ordinateur. Donc techniquement ça ne doit pas être une difficulté. Eh ben merci beaucoup Pauline d'avoir répondu à toutes ces questions sur le métier d'Online Business Manager. Je vous incite à aller voir la vidéo principale, la quinzaine de vidéos format TikTok et le live questions-réponses. Et on se dit à bientôt pour le prochain test métier.